Importante. Alors, sentez-vous à l'aise si jamais vous ne m'entendez pas bien. Je vais essayer de lever le ton un peu. Donc, bienvenue à notre présentation. Aujourd'hui, on va parler des stratégies Lean, culture Lean pour des projets de construction. On va commencer avec les présentations. Je me présente Caroline Filion, gérante innovation, recherche et développement, projets spéciaux chez Pomerleau dans le groupe Innovation. Je vous présente mon collègue. Moi, je m'appelle Fernando Valdivieso. Je suis gérant innovation des opérations spéciales et civiles chez Pomerleau. Donc, aujourd'hui, pour la présentation, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir une brève portion théorique. Quand je dis théorique, on ne va pas remonter, en fait, à la base du Lean, le Lean Thinking, le Lean Construction. On va plutôt partir avec des articles tout de même récents qui parlent du Lean Construction vraiment adapté à la construction. C'est Fernando qui va prendre quelques minutes pour vous expliquer la théorie. OK, bon. Lean Thinking. Quand on parle de Lean Thinking, on a toujours l'idée des manufactures et on parle de comment adapter ça à la construction. Ben, on parle depuis 1990, les années 90, qu'on parle de comment on va le faire. Donc, il y a 5 principes qui ont été diffusés par Womack and Jones dans son livre Lean Thinking et qui étaient, on va dire, les 5. Vous pouvez chercher sur Google, vous allez trouver tout de suite les premières, qui est des values. Et en français, on va définir précisément la valeur par produit spécifique depuis la perspective du client. Donc, c'est une interprétation libre de ce que c'est le concept de value. Donc, bénéficier des flux de valeur pour chaque produit, éliminer les gaspillages, les value streams. Quand on parle de value stream, on essaie de trouver toutes les étapes dont on a besoin pour définir ça. Faire un flux continu, flow. Quand on parle de flow dans Lean, on est en train de chercher les flows de toutes ces étapes dont on a parlé dans les value streams. Concevoir et fournir ce que le client veut et seulement lorsque le client le veut. Les concepts de pool. Quand on parle de pool planning, quand on parle de tirer les flux en français, on a décidé de le laisser en pool en anglais, on ne veut pas faire la traduction. Et rechercher la perfection. Donc, dans ces 5 principes de Lean Thinking, on peut développer beaucoup. On parle des concepts assez larges. Mais quand les praticiens, les académiciens, les gens de construction ont essayé d'adapter ça, ces principes à la réalité de la construction. Donc, il y avait plusieurs interprétations. Un de toutes ces interprétations appartient à M. Sachs, qui avait défini l'interaction entre BIM et Lean Construction dans les années 2010, désolé. Il avait groupé des types de principes. Et il s'avait basé sur les principes de Likert. Donc, il avait groupé dans le flux de processus, des principes qui sont groupés dans le flux de processus, des principes qui sont groupés dans la création des partenariats, dans la résolution des problèmes et processus de génération de valeur. Il a laissé de côté la philosophie parce que entre BIM et Lean, on s'entend que peut-être parler de la philosophie, c'est trop abstrait pour pouvoir l'intégrer dans la construction ou dans les projets de construction. Donc, premièrement, les flux des processus. Quand on parle des principes dans les flux des processus, on parle d'un premier principe de réduction des variabilités. Vous avez fait probablement dans les ateliers de Lean Construction comment réduire la variabilité, vous avez joué au dé, vous avez fait plusieurs types de pratiques pour comprendre c'est quoi la réduction de la variabilité, mais qu'est-ce que ça veut dire pour nous dans la construction, dans les projets? Obtenir la qualité de la première fois, réduire la variabilité de la production. Ce n'est pas seulement dans le chantier, ce n'est pas seulement dans les post-it, on parle dans tous les projets, tout au long du projet, dans la conception, dans la construction, après la construction. Mettre l'accent sur l'amélioration de la variabilité en amont du processus. Au lieu d'essayer de réduire la variabilité seulement sur chantier avec les sticky notes et le last planner system dans les chantiers, on essaie de le faire tout au long du projet. Si on ne le fait pas comme ça, on est vraiment centré seulement dans un petit morceau du projet. Donc, réduire le temps des cycles, ça c'est cycle time. Quand vous parlez de ça dans la manufacture, c'est plus clair que dans la construction.
C'est quoi réduire les temps de cycle dans la construction, dans la production? Soit dans la conception, soit dans la construction. On essaie de réduire les séquences de travail. Imaginez-vous, dans la séquence de la construction, si vous êtes en contact avec la construction, vous savez qu'il faut faire des séquences de travail, il faut réduire ces séquences de travail, s'approcher d'une optimisation. Cette optimisation, ça se fait aussi au moment de la conception, au moment d'approuver les plans, au moment de dire les cycles d'approbation des plans. Comment est-ce qu'on va faire le flow de tous ces steps pour approuver les dessins? Donc, réduire la taille des lots de travail. Batch reduction. Quand on parle de réduire les lots de travail, ça peut être un peu abstrait au début, mais quand on pense dans la manufacture et on essaye d'adapter ça, on parle d'essayer de réduire les lots, la quantité d'informations, la quantité de data qu'on est en train de transférer pour l'analyser, pour être capable de le faire. Même si on a un système informatique, on est capable de réduire, d'analyser mieux des batchs d'informations plus petits. En plus, dans la réduction de la taille des lots de travail, si on adapte aussi la livraison de nos produits selon les batchs, ou la quantité de travail qu'on est en train de faire dans les processus de construction, on est en train de mieux gérer ce type de batch. Augmenter la flexibilité. Réduire le temps relatif aux avis de changement, ça c'est une interprétation de la réduction de la flexibilité, mais quand vous pensez dans le manufacturing, si vous êtes en train de faire un setup dans une usine, vous êtes en train de penser comment produire, vous faites l'ordonnancement de toutes les machines, d'accord? Dans la construction, si vous faites la même chose, vous êtes en train d'établir un processus de travail. Si vous devez, à la moitié du projet, changer de chemin, vous êtes en train de changer les setups des machines, vous êtes en train de changer les setups que vous avez fait pour produire, donc vous allez avoir beaucoup plus de problèmes dans les flows. Donc, tu passes. Sélectionner un système de contrôle de la production approprié par projet. On parle de pool planning. On parle de pool planning, c'est de plus en plus connu, le fait de dire on va fixer un jalon et on va aller en rebours et on va essayer de comprendre ce qu'est la séquence à partir de la fin. OK, mais c'est quoi la différence entre faire ça et faire une planification en push? Je commence aujourd'hui, je commence à faire ma planification et je pousse mes dates. Je commence à prédire le futur. En réalité, il n'y a pas seulement des systèmes pull, système push. On fait toujours un mix. On essaie de faire une balance pour comprendre pour comprendre les processus de production. Pourquoi? Parce que il n'y a pas un système qui est complètement pull ni push. Comment interpréter ces concepts? On va aborder un peu plus au futur dans la présentation. Donc, nivellement de la production. Ça fait des années, les ingénieurs qui travaillent en force propre, les sous-traitants qui travaillent en force propre essayent de faire ça pour pouvoir être productifs. Mais dans la construction en général, ou même dans la conception, on ne prête pas l'attention nécessaire à ce type de choses, mais c'est partie des flux, des processus, de l'optimisation des flux. Les standardisations, on parle pour lui-même. Instituer l'amélioration continue. On parle d'améliorer, ça c'est aussi un principe qui n'a pas besoin de plus d'explications. L'utilisation de visual management. Pour vous que vous travaillez avec le BIM, c'est clair que visuellement c'est super intéressant de montrer différents aspects de la conception, mais dans la construction, faire le visual management nous permet de communiquer mieux à tous intervenants toutes les décisions de la gestion de la production ou du projet au reste des intervenants. La visualisation du processus de production. Pour vous, c'est évident, maintenant, on fait un 4D, on est en train de montrer comment ça marche, mais est-ce que les 4D doivent être faits pas seulement pour les show-off et show pour les clients, sinon pour les équipes de production? Donc, établir le système de production pour assurer les flux et la valeur, en fait, ça sonne aussi
beaucoup de... ça ne sont pas très précis, mais en fait, si on est capable de simplifier les systèmes de production, les systèmes de production, encore une fois, pas seulement de la construction du projet, on essaie de simplifier les étapes, d'utiliser uniquement des technologies fiables. Nous, on est tenté d'utiliser des logiciels qui vont à l'avant-garde, on essaie d'aller toujours en avance, mais par expérience, on pense qu'il faudra le faire avec un projet pilote avant de se lancer dans un gros projet avec une technologie qui n'est pas testée encore et assurer qu'on peut l'utiliser et que ça va marcher. Donc, ça peut être une grosse erreur. Donc, c'est important de s'assurer. Ça vient de la manufacture. C'est plus ancien que dans le monde de la construction et l'utilisation de la technologie. Assurer la capacité du système de production. Quand vous venez de définir votre système de production, vous devrez s'assurer qu'il y a la capacité. Est-ce que vous êtes capable vraiment de maintenir ce système tout au long et qui est soutenable? Sinon, vous allez avoir plus de variabilité. Donc, si on part de ces principes, le flux de processus, on l'a résumé, création des partenariats, c'est notre type de principe, mais en fait, c'est clair, cultiver et étendre, élargir notre réseau de partenaires. Améliorer la collaboration, essayer d'être en mode d'équipe et non en mode comme on a un contrôle, d'essayer de contrôler tout le monde, d'essayer de faire la confrontation. Donc, résolution des problèmes. Prendre des décisions par consensus en considérant toutes les options connues en relation à la création des partenariats. Bien sûr que si on crée la collaboration, si on écoute toutes les possibilités, toutes les options possibles, on va prendre de meilleures décisions. On a plus d'informations. Vous êtes en train de... Je vais faire un stop, un arrêt. J'énumère les principes de Lean, mais nous voudrons faire la relation avec le BIM. On va vers là. Donc, après, processus de génération des valeurs. Comment est-ce que vous vous assurez de la compréhension des requis? C'est clair avec le BIM, on est tous en train de voir, mais dans la conception, mais plus loin dans les projets, est-ce que les gens de construction vont utiliser le modèle? Est-ce que les gens dans l'opération vont utiliser le modèle ou les outils, la technologie que vous êtes en train de foncer pour imposer dans vos entreprises? Centré sur la sélection du concept qui se découle de la compréhension des requis. Si vous voulez vraiment comprendre bien la sélection, faire une bonne sélection, vous devez bien comprendre les requis du client, les requis des partenaires. Ce n'est pas seulement du client. Assurer la divulgation des requis parmi les partenaires. Il y a des requis. Et malheureusement, vous pouvez voir dans plusieurs projets que les requis sont compris à peu près et on commence les projets. Et au fur et à mesure que les projets avancent, on comprend mieux les requis. Même il y a des requis qui ne sont pas définis au début. Donc, ça, c'est notre principe des manufactures. Assurer la divulgation des requis parmi les partenaires, vérifier et valider. Bien sûr que tout ce qu'on est en train de développer, on est en train de présenter, on est en train de partager, devrait être vérifié, devrait être validé avant de partager ou de l'utiliser dans les projets en général, dans la conception, dans la construction, dans l'opération. Donc, en 3 points, on vient de passer vraiment brièvement des points un peu plus théoriques sur le Lean Thinking, le Lean Construction. Ce qu'on veut retenir aujourd'hui, les 3 points qui résument en fait ce que Fernando vient d'expliquer, on cherche à augmenter la valeur, diminuer le gaspillage et surtout, on veut créer de la valeur. Donc, ce sont vraiment les 3 objectifs cibles pour le Lean Construction. Puis, ce qu'on va faire en ce moment pour le reste de la présentation, c'est qu'on va y aller avec des exemples
concret. Comment on applique ces principes aussi détaillés que Fernando vient d'expliquer, comment on les applique concrètement sur les projets de construction. Fait qu'on va y aller avec un peu d'historique de comment chez Pomerleau le Lean Construction a débuté. Puis par la suite, on va vous montrer en date d'aujourd'hui comment, avec 2 études de cas, un projet en bâtiment, un projet civil, comment ces principes-là font vraiment partie de nos pratiques. Puis on va vous montrer en fait que la locomotive pour apporter le Lean dans nos pratiques, ça se trouve être l'innovation, les nouvelles technologies, le processus BIM. Donc, un petit peu d'histoire concernant comment c'est arrivé chez Pomerleau. On va parler de planification collaborative. Fernando en a glissé un mot, vous avez sûrement déjà vu ou même testé, ou vous utilisez peut-être déjà des méthodes comme des grands calendriers imprimés, les post-it, les papiers autocollants qui permettent de faire des ateliers de planification collaborative. Mais c'est comme ça que ça a commencé aussi chez Pomerleau il y a déjà quelques années. Oui, en fait, on a essayé les chemins classiques que probablement vous avez entendu dans des ateliers de Lean Construction et on va mettre en place les Last Planner System. On va essayer de travailler avec les post-its, peut-être avec des crayons dans les grains. Dans les vidéos, vous pouvez voir des exemples que nous, on a vécu, qu'on a essayé de suivre dans différents projets avec différentes adaptations. On a testé les PPC, on a utilisé le modèle, le PDF, un à côté de l'autre. On essayait d'améliorer la compréhension au lieu de seulement décoller des plans à côté de la planification. On a essayé de mettre l'esprit collaboratif. On a montré les principes. On a essayé de suivre les chemins classiques de l'implantation de Lean Construction, le partage des principes de Lean Construction avec l'entreprise. Mais ce qu'on a remarqué toujours, c'est que selon la région, selon les équipes, selon les types de projets, on avait différentes réponses. Même l'origine culturelle jouait aussi un rôle dans cette réponse. Donc, la réponse des équipes n'était pas toujours positive. Il y a des gens qui ont adoré depuis le début, ils ont adopté la technique des post-its ou des crayons sur un panneau. Mais il y a des personnes qui nous ont dit des phrases, je me rappelle encore, c'est une méthode infantilisante. Donc, je ne veux pas utiliser post-its. Okay? Et je ne peux pas dire que la personne qui m'a dit cette phrase, c'est un mauvais professionnel. En fait, c'est un des meilleurs surintendants qu'on a chez Pomerleau, mais il travaille très bien avec des autres méthodes. En fait, des méthodes Lean, mais pas nécessairement Last Planner System. Parce que dans Lean Construction, il n'y a que seulement le Last Planner System. Il y a plusieurs autres techniques, il y a plusieurs autres méthodes que vous pouvez utiliser. Dans l'implantation et l'adoption de Lean Construction. Donc, on a conclu qu'on devait adapter les techniques au type de projet, au type des équipes, au type de personnes, des fois. Ça ne nous empêche pas de standardiser jusqu'à un certain niveau. Mais après, on laisse la flexibilité aux équipes pour s'adapter à la technique, ou s'approprier de la technique, en prenant en compte toujours les principes derrière. Parce que les principes derrière, ce n'est pas utiliser les post-it, utilise les panneaux. Les principes, on vient de passer par les principes, sont beaucoup plus larges que ça. Donc, on va vous montrer en fait concrètement, comme je vous ai dit, une première étude de cas pour le CHUM. Mais avant de passer vraiment aux exemples concrets, on voulait mettre en surbrillance en fait le fait, nous on vous a dit que notre locomotive pour apporter le Lean Construction, les principes Lean, ça se trouve être la collaboration, ça se trouve être l'innovation, ça se trouve être les nouvelles technologies, puis ça se passe pas uniquement dans la phase de construction. On parle de la phase de conception, de pré-construction, de construction et aussi d'opération maintenance, le FM. C'est une brève liste des innovations qui sont utilisées dans chacune des phases, mais ce qu'on voulait mettre vraiment en surbrillance, c'est que plusieurs technologies peuvent servir à plusieurs phases du projet, puis le Lean Construction vient s'imbriquer directement dans la technologie, dans l'innovation pour la porter encore un peu plus loin. Dans l'analyse de chaque phase du projet, dans l'analyse des principes Lean qu'on vient d'énumérer avec la technologie disponible, pas seulement avec la technologie BIM
on va plus loin, les laser scanners, drones, etc. On cherche toujours l'arrimage entre les deux pour pouvoir profiter de la synergie. Donc, il n'est pas toujours facile, mais dans chaque étape, on peut identifier quelle utilisation on peut faire. Et ce n'est pas pareil dans tous les projets. Ce n'est pas parce que la liste est là que dans tous les projets, on va l'appliquer. Il faut aussi comprendre c'est quelle est la valeur pour le projet. Est-ce qu'il y a apport de valeur, toute cette liste pour chaque projet, oui ou pas? Il faut vraiment identifier ça avant d'essayer de l'imposer parce que sinon, c'est un chantier plus cher, un projet plus cher et il n'y a pas une valeur ajoutée vraiment à ce type de technologie plus que le show-off. Mais peut-être que les shows et les valeurs de ces projets, il faut le définir. Donc, on va y aller avec l'étude de cas. Donc, on vous apporte à Montréal. J'ai déjà mentionné le projet. C'est le CHUM phase 2. Vous voyez, on va parler un peu plus tard de notre application Unipom, mais la vidéo que vous voyez, c'est créé avec une application qui a été développée à l'interne chez Pomerleau. Donc, on se rend directement au projet du CHUM à Montréal. On va passer en fait quelques innovations, pas la totalité des technologies, des innovations qui ont été utilisées sur le projet, mais certains qu'on a ciblés, Fernando et moi, pour vous montrer en fait les principes lignes qui avaient été utilisés. Donc, coordination de la construction et de la conception. On va commencer en fait avec un vidéo qui va vous montrer comment on effectue la coordination. Fernando va mettre en surbrillance en fait les principes lignes qui ont été utilisés. On va vous montrer jusqu'où en fait on apporte les données de la coordination. Bon, ça c'est un des logiciels qu'on utilise, qu'on peut utiliser et c'est pas nécessaire de mentionner, mais pourquoi est-ce que c'est ligne, l'utilisation des clash detection? C'est clair pour tout le monde. On essaye de soulever les problèmes en amont au lieu de les soulever directement sur chantier. Mais est-ce que ça, pour vous, les gens qui pratiquent le BIM, est évident? Oui. Pour les gens qui sont sur chantier, non. Est-ce que si je explique avec une vidéo seulement, ils vont comprendre que oui, ils vont avoir moins de problèmes sur chantier? La réponse directe des gens de chantier avant le contact avec le BIM, c'est non, je ne crois pas. Donc, comment faire l'adoption? Comment faire qu'eux comprennent que c'est important de faire ça en amont et non dans les chantiers directement en train d'essayer de régler les problèmes sur place? Comme l'on fait toujours et toujours, ça marche et toujours il arrive. Toujours en train de pousser la production. Donc, encore une fois, ce n'est pas un chemin facile et ce n'est pas en faisant une position qu'on va réussir. On va faire un projet pilote, collaboration, montrer les résultats, des gens qui vont comprendre et qui vont adopter. Et à la prochaine fois, cette surintendant, cette équipe de projet qui n'est pas toujours la même dans tous les chantiers, va élargir, elle va être un champion de cette technologie dans laquelle il vient d'être en contact dans les nouveaux projets. Donc, cette personne, cette surintendante, cette coordinateur électromécanique, cet assistant de gérant des projets qui a vu comment ça fonctionne, va aller dans les autres chantiers, va demander l'utilisation parce qu'il a vu qu'il fonctionne. Sinon, si on ne montre pas que ça fonctionne, c'est inutile. Si on fait la coordination, la conception, et qu'on arrive au chantier, on commence à installer, on installe d'une autre façon, ça ne sert pas. Tout le monde sait ça. Mais on fait la coordination dans la construction avec les sous-traitants encore une fois. Pourquoi? On n'était pas fini dans la conception, ils disent qu'ils ne peuvent pas installer. OK, on continue dans la boucle. C'est important de montrer après, dans les wrap-up, que c'est mieux le faire en amont que le faire sur chantier. Ça, c'est un principe libre aussi. Donc, est-ce que c'est nécessaire de mettre ça dans des... Est-ce que vous allez voir ça tout le monde dans des post-its? Non. Est-ce que la seule façon, c'est avec les dés ou avec des jeux, des simulations? Non. Ça, c'est notre façon. Comme Caroline disait, on est en train de déclencher l'utilisation des principes à partir de la technologie. Pour contaminer aussi le reste d'équipe, toutes les parties prenantes du projet, on a créé des dashboards qui sont interactifs, qui permettent de reprendre les données de la coordination qu'on vient de montrer, puis on les pousse avec des dashboards qui vont être distribués à toute l'équipe. Donc, autant les dessinateurs qui effectuent la coordination
autant les gérants de projet, mais nos professionnels aussi. Ça permet de vraiment de rendre ces données-là interactives avec tout le monde. On les a en temps réel, puis ça permet de conscientiser tant les professionnels que l'équipe qui est vraiment plus à pied d'œuvre sur quel secteur on doit prioriser puis quelles sont nos priorités. Ça fait partie du système de production que vous êtes en train de mettre en place sur chantier, parce que dans le système de production, il n'y a pas que la planification, que seulement le contrôle du chantier. Vous voulez voir aussi comment fonctionne le système de coordination. Est-ce que vous avez les statistiques pour comprendre où il y a les problèmes? Ou est-ce que vous avez plus de problèmes pour coordonner ou pour avancer dans la conception des projets? Peut-être vous pouvez trouver la cause du blocage dans le processus. Avec les statistiques, oui, c'est faisable. Mais si on les a disponibles, on peut le faire. Sinon, c'est quelque chose d'obscur, on ne peut pas le voir. Donc, on s'assure aussi que chacun des lots de travail qui sont identifiés sont vraiment réduits pour vraiment faciliter aussi la coordination. Les niveaux d'information, à chaque niveau des décideurs, des intervenants, vous avez différents besoins d'information, vous avez différents besoins de visual management. Qu'est-ce que vous allez montrer aux gens de la construction, aux gens de management, aux gens de conception? Les visual management est dans tous les niveaux, et vous devez choisir qu'est-ce que vous allez montrer et l'information que vous allez montrer pour qu'elle soit utile, pour qu'elle ajoute la valeur dans le projet. Parce que si on fait des dashboards que personne ne regarde, ça ne sert à rien. Et c'est une perte de temps, une perte d'argent. Donc là, on vient de parler de coordination tant en conception qu'en période de construction. Maintenant, on va apporter une vision un peu différente aussi de comment on peut apporter l'innovation, le processus BIM et le Lean en période d'appel d'offres. Je vais laisser un de nos collègues témoigner dans une petite vidéo. Il va vous partager en fait son expérience puis comment en période d'appel d'offres, l'innovation, les nouvelles technologies, le Lean Construction peut faciliter son travail. Donc, je me présente Vincent Martel, chargé de projet de construction pour le projet du CHUM Phase 2 à Montréal. Tous les outils qui entourent la nouvelle structure qu'on établit au projet du CHUM en particulier facilitent le processus d'appel d'offres pour le gérant de projet. Donc, un des aspects qui est facilité, c'est l'estimation des quantités. C'est-à-dire que ça nous a permis, de façon très, très, très rapide tout au long des processus d'appel d'offres, je pense notamment à l'appel d'offres de mur rideau, de toujours avoir les dernières quantités à jour. Évidemment, les modèles étaient mis à jour de façon continue au courant de l'appel d'offres, donc il y avait une réalité qui changeait et ça nous permettait de faire un dénombrement des quantités de façon extrêmement précise. L'autre chose que ça nous a permis de faire, c'est de valider la portée des travaux. Donc, plutôt que de regarder d'éplucher des dizaines et des dizaines de plans, ce que ça nous a permis, c'est de ressortir, par exemple, toujours en parlant d'un lot de mur rideau, par exemple, le revêtement d'aluminium, puis de pouvoir valider la portée des travaux de tous les détails d'aluminium sur les différents bâtiments du CHUM. Donc, évidemment, c'est un outil qui est extrêmement rapide, qui est extrêmement précis, qui est extrêmement visuel. Par la suite aussi, dans certains appels d'offres, ça nous a permis de faciliter la compréhension du projet pour des gens qui arrivent en soumission parfois qui ne savent pas le contexte du projet, qui ne savent pas tous les détails du projet. Donc, ça nous a permis, avec des outils visuels 2D, 3D principalement, et même 4D avec des séquences vidéo, d'intégrer à certains appels d'offres des documents techniques ou des vidéos qui complétaient la compréhension du projet et qui permettaient de placer le soumissionnaire de façon tellement claire dans l'appel d'offres que ça enlevait toute forme d'interprétation possible. Donc, le monsieur Vincent est un gérant des projets de CHUM. Il a intériorisé avec son équipe l'utilisation du modèle dans le CHUM. Mais comment est-ce que lui et les autres personnes arrivent à voir ça? Et dans des autres projets, des grands projets, on voit que les gens sont en train de mettre les papiers dans la table et essayer de comprendre les projets comme ça.
il était en contact avec la technologie, il était en contact avec des façons faciles de rentrer et regarder et obtenir de l'information à partir de ce modèle qui n'est pas seulement pour les renders. Donc, ici, vous êtes en train de regarder l'application de Unity, mais ce n'est pas la seule façon de le faire, vous savez bien ça. Mais cette intériorisation n'est pas facile. La première réponse des ingénieurs, des professionnels, est « je connais mon processus, je sais comment le faire, je n'ai pas besoin de tout ça, donc mon ordinateur peut être vraiment pas bon et je peux quand même me débrouiller ». Oui, mais pour s'approprier des principes Lean, pour utiliser la technologie, il faut qu'il y ait une arrimage. S'il y a quelqu'un qui vient et facilite des processus, il ne va pas le voir. Donc, on va passer au prochain exemple. Ici, on va parler d'estimation des coûts de 5D. En fait, Vincent en a parlé dans son court témoignage. En fait, il disait que ça facilitait l'extraction de quantité en période d'appel d'offres, mais ça a beaucoup changé aussi la nature du travail des estimateurs chez Pomerleau. Puis, on a aussi un court témoignage du chef estimateur qui va exprimer, en fait, ce que ça a changé pour lui et son équipe. Ce qu'on voit ici derrière, en fait, très simple, on a une extraction de quantité qui se fait à partir d'un modèle avec une programmation qui est assistée. C'est vraiment juste un exemple. Je vais laisser Sean témoigner, puis on va commenter par la suite. Technology has improved communication between us and construction and with professionals, and even between estimators and different departments. Also, technology has been able to help us increase productivity for quality takeoff, which at the end allows us to be more productive. We can generate more estimates. Well, le chef estimateur, maintenant, est convaincu, il utilise, et là, il utilise des scripts Dynamo lui-même, non, c'est sûr, mais et dans les processus. Mais comment arriver à ce point-là? Quand on a commencé en 2012 avec Ivanka, chez Pomerleau, on est arrivé et le processus était on-screen take-off. Okay? Pas de modèle. Pourquoi ne faire pas confiance au modèle à l'époque? Pourquoi ne pas faire confiance tout de suite si on regarde, on sait tous qu'on peut extraire les quantités? Parce qu'il y a des processus dans l'estimation qui ajoutent des hypothèses d'estimation. Donc, même si vous faites des quantités take-off à partir de Revit ou à partir des autres logiciels, vous allez obtenir des quantités nettes. La quantité nette, oui, mais il y a une différence entre cette quantité et la quantité qu'un estimateur utilise. Donc, il faut toujours faire la différence. Il faut comprendre de quelle façon l'estimateur de l'entreprise, ça change d'entreprise à entreprise, fait son estimation, sa façon de mesurer. Donc, si on n'est pas capable de comprendre ça, de travailler avec eux, comprendre les besoins, on ne peut pas intégrer les processus BIM dans l'estimation. Donc, on ne facilite pas la compréhension, l'extraction des quantités, donc le flow, le flux de travail est encore plus long. Donc, c'est pas ligne les processus. On a un gros gaspillage de données aussi parce que ces données-là existent et elles peuvent être fiables si elles sont très bien interprétées. On a des doublons, on a des manques de cohérence, tous les exemples que vous probablement connaissez, mais cette misunderstanding, ce problème de compréhension existe encore dans l'industrie et dans des grandes entreprises. C'est pas seulement quelque chose qui reste dans les articles scientifiques ou dans les articles de papers, c'est vraiment une réalité. Donc, comment faire pour qu'il y ait vraiment une arrimage? Ça, c'est le challenge dans l'intégration. Par la suite, on va vous montrer aussi comment on a intégré le tout dans une innovation qui est la réalité virtuelle. Je vous ai dit en amont de la présentation, quand on a vu en fait des simulations, que c'était un développement à l'interne Unipom, mais en fait, il y a des applications de réalité virtuelle qui ont été développées chez Pomerleau. C'est un exemple ici d'une visite virtuelle dans un atelier de conception, durant laquelle toutes les parties prenantes ont pu vivre l'expérience et l'immersion en réalité virtuelle. Donc, on avait tant des clients, des parties prenantes du côté client que du côté professionnel. Donc, on avait des niveaux de compréhension de la construction
qui étaient très variés. On avait des professionnels même, des professionnels de la santé qui ont de la difficulté à lire des plans 2D. Donc, l'immersion virtuelle nous a permis vraiment de bien exprimer, en fait, toutes les dimensions, de vraiment bien exprimer aussi les finis dans différents espaces. Puis on a vraiment eu un gain, en fait, en valeur. Les ateliers, en fait, ont été beaucoup plus efficaces et beaucoup plus efficients parce qu'on avait une meilleure compréhension de toutes les parties prenantes. On revient au principe, y compris des requis. Est-ce que les gens qui sont autour de la table, les gens qui sont dans les projets, ils comprennent les requis du client? Est-ce qu'on comprend les requis des partenaires? On est en train de mettre en place une technologie pour assurer que toutes les parties prenantes comprennent les requis. On est tous en train de parler la même chose. C'est important. Mais c'est évident, tout le monde dit que c'est évident, mais vous savez participer dans plusieurs endroits, plusieurs réunions dans lesquelles chacun sort avec son propre idée. Et quand on a parlé par rapport à un PDF, un plan. Moi, je peux vous confirmer que les ateliers comme ça ouvrent les yeux à plusieurs personnes parce que souvent, il y a des sujets pendant lesquels on a discuté durant des semaines. Puis une fois qu'on vit l'immersion, on se rend compte que la compréhension n'était pas là du tout. Prochaine innovation qu'on va vous présenter, c'est la réalité augmentée. Encore une fois, développement à l'interne, le développement Unipom. Donc, je vais vous laisser regarder la vidéo qui parle d'elle-même. En fait, ici, on vient juxtaposer la réalité au virtuel, vraiment pour nous permettre d'avoir une qualité, dans ce cas-ci, en fait, une qualité d'installation qui respecte les modèles coordonnés. On est en train de valider, on est en train de vérifier que ce qu'on a dit, qu'on va faire, on l'a fait. Donc ça, c'est une des innovations, mais on est encore en développement comme toute l'industrie, mais on est en parallèle. Donc, et pourquoi? Pourquoi aller en parallèle? Ajoute de la valeur. Après une analyse, oui, pour nous, ajoute de la valeur. On a beaucoup plus de contrôle et beaucoup plus d'interactions et d'interaction avec les autres technologies qu'on a. Vous allez voir après comment on a intégré tous ces types de technologies dans un cycle de travail. La vidéo que vous venez de voir aussi vient supporter dans la portion théorique ce que Fernando disait, qu'on cherche à faire le travail une seule fois. On ne cherche pas à venir refaire le travail 2 fois. On veut atteindre un niveau de qualité dès le premier coup. Donc, avec ces types de vérifications qui sont faites constantes, on arrive en fait à le faire d'un seul coup avec une qualité. Prochaine partie de la présentation, c'est sur la planification, l'ordonnancement des travaux et le suivi. On vous a montré le premier vidéo qui était en lien avec la planification collaborative, qui représentait un peu les premiers balbutiements du Lean Construction chez Pomerleau. On va vous montrer aujourd'hui, en termes de planification, où on en est. Donc, la méthodologie de planification qui est proposée ici, c'est vraiment un amalgame de plusieurs techniques. Ce n'est pas une recette qui est unique, puis il faut vraiment garder en tête que cette recette-là doit être ajustée à chacun des intervenants du projet ou à chacun des projets. Et c'est vraiment pas une recette unique, puis on va passer en fait chacune des étapes de la méthodologie pour vous l'exprimer. On essayait de rester à haut niveau pour pouvoir justement être flexible et adapter ça à des réalités différentes. Parce que même à Montréal, on a des différents types de projets d'envergure, aussi types de projets de healthcare ou des trains au civil, au bâtiment. Enfin, chaque technique est différente selon le type de projet. Donc, la méthodologie de planification qui est proposée ici part d'un niveau de détail qui est très macro et s'en vient dans un niveau de détail qui est micro. Donc, le premier niveau, le master schedule, est l'échéancier directeur. Donc, on cherche à aller faire un échéancier directeur. Ici, on montre la structure avec un CPM, le PO planning, le TAC planning. On travaille beaucoup avec le LBS aussi pour y arriver. Puis, cet échéancier directeur-là va représenter les grands jalons auxquels lesquels on veut respecter durant le projet. C'est le premier échéancier qui est créé. Par la suite, avec une granulométrie plus fine, avec beaucoup plus de détails, avec la participation de toutes les parties prenantes, des sous-traitants, des contremaîtres de chantier, vraiment ceux qui exécutent le travail, on vient en fait faire une planification détaillée par phase. Et s'il y a quelque chose d'important à dire, nous, j'avais dit qu'on a fait des adaptations. Le Last Planner System lui-même est un système de planification. On s'entend. Mais
certaines parties de l'Asplander System, certaines techniques présentées dans l'Asplander System, on les utilise dans notre méthode de planification dans l'entreprise. On ne prend pas tout les références de l'Asplander System. Si vous avez lu tous les articles de l'Asplander System, vous allez comprendre ça dans les prochaines... Ce qu'on propose ici, c'est vraiment une adaptation, puis une adaptation en fonction des expériences qu'on a vécues sur les projets. Donc, je vous disais que le deuxième niveau d'échéancier, en fait, c'est les échéanciers qui sont par phase. Donc, on vient réduire les lots de travail, puis on arrive, en fait, à déterminer des jalons qui sont intermédiaires pour la planification. Puis finalement, on arrive avec une planification 3 semaines. Donc là, encore une fois, on est vraiment dans une granulométrie d'exécution. On vient vraiment chercher un niveau de détail chantier. Puis ce sont les mêmes méthodes ici qui sont proposées. C'est une autre chose, CPM Planning. On va produire finalement, dans toutes les étapes, on va produire un échéancier Gantt, soit en MSC Project, soit en Primavera, peu importe dans les logiciels demandés par les clients, parce que c'est les standards de l'industrie. Même si on travaille avec des post-its, ou si on travaille avec un Excel, on travaille dans les séquencements manuellement, il va falloir toujours faire les liens avec un échéancier qu'on va pouvoir présenter au client. Comment est-ce que vous allez faire cet lien? Il faut qu'il soit connecté parce que sinon, on a un échéancier directeur gelé et on a des échéanciers qui roulent en bas et personne ne fait la connexion. Donc, si on ne connecte pas tous les échéanciers intermédiaires jusqu'à la granulométrie finale, on ne va pas pouvoir vraiment avoir les pulses de la production. On va le perdre. Donc, ce CPM, cette Gantt va être finalement reflété dans l'échéancier directeur si c'est nécessaire, s'il faut changer les dates jalons. Donc, en résumé, ici, bref, donc l'adaptation qu'on propose ici se résume en ces quelques points. Donc, on part avec un échéancier directeur, ici appelé échéancier détaillé des travaux. J'ai mis le logo MS Project, on peut parler de Primavera. Puis ensuite, on vient chercher une granulométrie plus fine, donc avec l'échéancier détaillé des travaux, mais niveau chantier. Donc, on est allé vraiment prendre toute l'information qu'on pouvait de nos sous-traitants, des surintendants, de leurs différentes expertises, puis on vient faire un échéancier qui est très détaillé. Pour s'assurer que cet échéancier-là est optimisé, on vient faire des exercices de TAC planning. Encore une fois, ici, c'est des propositions. De notre côté, c'est avec Excel qu'on le fait. On vient, avec le TAC planning, optimiser les séquences et c'est souvent à ce jalon-là qu'on vient faire les simulations 4D pour s'assurer que toutes les itérations possibles et toutes les options ont été soulevées puis qu'on a fait le bon choix en termes de séquences. Une fois la séquence choisie, l'échéancier optimisé, très détaillé, mais c'est à partir de ces informations, de ces données, qu'on vient extraire de façon automatique des échéanciers visuels qu'on va utiliser de façon quotidienne dans les réunions qu'on appelle Toolbox Meeting. C'est des réunions qui ont lieu à tous les jours pour chacun des secteurs, dans lesquels on partage les échéanciers visuels qui sont faits de façon automatique, puisqu'on parle de la même donnée qui est reportée jusqu'à l'échéancier visuel. Même s'il y a des logos, des logiciels ajoutés à côté, ça ne veut pas dire que c'est le travail d'une personne dans un poste, dans un bureau, qui est en train de faire quelque chose et après publier ce qu'il a interprété. Donc, c'est la conséquence d'un travail collaboratif. Même la modification des MSC Project, d'Excel, se fait live avec l'équipe de travail. Donc, s'il faut changer quelque chose, on change directement. C'est un peu de stress pour les gens qui débutent dans la planification avec l'équipe, mais après un certain moment, ils sont super agiles pour changer l'Excel, changer les MSC Project, et avec les automatisations qu'on a développées, ça nous permet aussi de rester agile avec l'équipe et ne pas nuire la collaboration. Parce que si on s'ennuie pendant la planification, finalement tout le monde part, tout le monde décroche. Donc, il faut maintenir la cohésion de l'équipe, il faut maintenir la collaboration et on utilise le logiciel dans les processus. Donc, concrètement, on va vous montrer comment on l'applique, encore une fois, petit côté théorique, on vous montre comment on l'applique en chantier. Puis avant de vous le montrer, on va juste exprimer, en fait, vous donner les définitions du pool planning, un mot qui a été utilisé souvent depuis le début de la présentation, juste pour être certain de la compréhension de tous. Donc, le pool planning, aussi simple, on peut regarder l'image ici. On identifie un jalon en construction, puis on remonte la planification, en fait, dans cet exemple-ci, en approvisionnement, puis on remonte ensuite en conception. Ce qui va nous donner les dates au plus tard à laquelle les activités doivent être faites pour ne pas retarder les activités de construction.
En faisant cet exercice de pool planning, en fait, on arrive à vraiment mieux identifier les risques dans notre planification et voir où vraiment il y a peu de marge pour arriver au résultat escompté, soit le jalon qu'on a identifié en amont. L'exercice de pool planning peut être utilisé en échéancier directeur, peut être aussi utilisé pour un P3S, une planification 3 semaines. On va uniquement aller avec des jalons différents, puis on va faire la planification à l'inverse, en pool planning plutôt qu'en push planning. Il y a une chose importante, quelqu'un peut me dire pourquoi je veux faire un pool planning, je veux mettre les jalons et je veux venir en rebours et pourquoi je fixe ma date de début et je fais le même processus à l'inverse. Si je ne fixe pas mon jalon à la fin et je simplement pousse, peut-être que mon jalon va être plus tôt. Ou si c'est une exigence du client, c'est une exigence du projet, ça va rester à la même place. Donc j'ai des longs Gantt qui montrent on a du temps pour faire le travail. Ça, c'est un long work in progress. Cette work in progress, la différence entre pull et push. Si on restreint cette work in progress, on est en train de travailler, on est en train de voir la différence entre pull et push. On est en train de choisir les derniers moments responsables pour commencer la conception ou pour livrer des plans pour l'approvisionnement et pour la construction. Au lieu d'essayer de tout produire tout de suite pour après cumuler des stocks pour après livrer pour la construction, plusieurs fois sans qualité, on peut redistribuer cette conception pour pouvoir commencer plus tard certains secteurs de conception pour avoir le temps de livrer à bon moment. Donc, est-ce que c'est facile les concepts? Non, plusieurs fois on est juste en face des problèmes contractuels qui ne nous permettent pas de faire ça. Est-ce qu'on peut surmonter ça seulement si on est d'accord avec notre administrateur des contrats plusieurs fois? Mais le concept est là. Donc, si je pousse la production, je fais un push de production, je suis en train de commencer et je commence à prédire le futur. Je fais un pull de la planification, je mets le jalon, je fixe mon jalon intermédiaire, peu importe quel, et je commence à voir vraiment la dernière date responsable pour commencer ces processus spécifiques. Le pool planning est souvent utilisé pour déterminer en fait les dates au plus tard, mais c'est pas une méthode unique. C'est souvent un mix entre le push planning et le pool planning qui est utilisé pour créer les échéanciers. Je veux juste que ce soit clair pour tout le monde. Donc, un exemple concret, ici, on a un modèle 3D, un modèle très simpliste d'excavation. On voit les travaux de pieux au périmètre. Puis, on a un échéancier de type TAC planning. TAC planning qui a été ajusté. Encore une fois, on travaille avec des intervenants qui sont différents, qui ont des expériences différentes, des compréhensions aussi qui sont différentes. Donc, c'est un TAC planning qui est ajusté. Et on a le modèle d'excavation dans lequel, en fait, on vient découper ce modèle-là en fonction des secteurs qu'on a décidé d'afficher dans notre TAC planning. Donc, on s'en tient à des petits lots de travail. Dans ce cas-ci, c'était des secteurs. Chacune des tranches, chacun des cubes représente, en fait, le travail d'une journée en excavation. Puis, on vient, dans le modèle, faire le lien par les paramètres avec les données entre le TAC et le TAC modifié, bien sûr, entre le TAC modifié et le modèle 3D. Donc, le lien est fait automatique entre les deux. Si vous revenez au principe, on est en train de parler de réduire la taille des lots, la quantité d'informations que vous allez utiliser pour l'analyse. Si j'essaie d'analyser l'excavation dans son ensemble, 2 ou 3 morceaux, 400 de travail, c'est bien, on peut le faire comme ça, on peut travailler de cette façon. Mais dans ces cas-là, pour pouvoir établir une séquence avec les équipes d'excavation, les équipes de forage, les équipes qui vont faire les murs berlinois, il faut sectoriser, faire un LBS plus précis, idéaliste, bien sûr, mais qui nous permet d'établir une séquence, d'optimiser une séquence idéaliste et après essayer de voir la variabilité par rapport à cette planification initiale qu'on a fait avec des secteurs plus petits. Donc, c'est pour ça que vous voyez qu'ils sont tous complètement découpés. Là-bas, on a un échéancier en Excel où on est en train d'analyser la séquence de toutes ces équipes que je viens de mentionner. Forage, excavation, mur berlinois,
etc. Non seulement ça nous permet d'optimiser les séquences parce qu'on prend conscience par localisation des travaux, mais aussi on peut venir faire la gestion de la distance entre les équipements. Donc, dans ce cas-ci, on a pu s'assurer en fait que chacune des localisations dans la planification respectait la distance minimale requise entre les foreuses, entre les excavatrices. Donc, on s'assurait que chacun des travaux, en fonction de l'équipement, avait un dégagement en fait suffisant pour effectuer son travail. Ça nous apporte à pouvoir produire des échéanciers visuels qui sont produits de façon automatique. On vous a dit que l'échéancier TAC Planning, le MS Project et les paramètres du modèle étaient déjà interconnectés. Donc, les paramètres respectent ce qu'il y a à l'échéancier. Mais puisque le travail est déjà fait en amont, on peut produire des échéanciers visuels qui projettent en fait les 3 prochaines semaines de façon automatique. Puis encore une fois, quand on produit ces échéanciers-là, on s'assure de la cohérence, de l'optimisation, de la distance entre les différents équipements. Donc ça, c'est les échéanciers qui sont produits de façon automatique à partir du modèle et des échéanciers. Petite image simple qui vous montre en fait le modèle découpé, les paramètres ajustés avec le pourcentage d'avancement à l'échéancier. Comment on s'assure que le tout est fait de façon automatique? On vient utiliser des logiciels qui sont mobiles. Par exemple, ici, on parle de BIM 360 Field, ce n'est qu'un exemple. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on vient prendre les tâches à l'échéancier, on les pousse dans Field. Comme ça, avec la tablette, il est possible d'aller mettre les pourcentages d'avancement directement au chantier et ces pourcentages-là sont repoussés dans l'échéancier. Fait que si vous comprenez bien la boucle que je viens de vous montrer, ici, on a une application mobile qui nous permet de mettre les pourcentages d'avancement qui sont liés à l'échéancier détaillé des travaux chantier, celle qui est très détaillée. On vient pousser les pourcentages d'avancement, notre modèle 3D se met à jour, puis on peut extraire en fait les planifications visuelles pour nos rencontres hebdomadaires. Là, vous avez une autre technique que vous avez entendu parler plusieurs fois et qui s'est offerte dans les Lean Construction Institute comme la promenade Gemba. Vous allez voir pour vous-même et regarder qu'est-ce que vous êtes en train de faire. Ok, il y a quelqu'un qui est spécialiste, qui est le contremaître, le surintendant, qui en plus de regarder et évaluer le travail, est en train de prendre des notes directement sur la tablette et sur le travail, l'évaluation du travail qu'il est en train de voir. Okay. Cette évaluation, au lieu d'être transmise par un papier à l'équipe de contrôle de planification, rentre avec un développement à faire l'update de MS Project, les chantiers intermédiaires. Donc, on essaie d'améliorer ce flow de travail, ce flux qu'on a entre de l'information, que plusieurs fois, ça donne des tonnes de papier, pour améliorer l'agilité du système de planification aussi. Donc, en bref résumé, vous allez voir, dans le fond, ce qu'on propose, c'est un amalgame pour la méthodologie de planification de TAC Planning qui est remodulé en fonction des intervenants et des projets. On a notre échéancier directeur dans lequel on exerce le pole planning. On le fait aussi dans les échéanciers qui sont plus détaillés. On effectue des simulations 4D pour s'assurer vraiment de l'optimisation et que le choix des séquences qui a été fait dans la planification est vraiment optimal. Puis quand je dis ça, ça peut paraître que les vidéos sont faites pour plus côté marketing, mais ils sont vraiment utilisés concrètement au chantier. On fait vraiment des itérations assis côte à côte avec les surintendants pour s'assurer des séquences. Puis, on a la planification collaborative, nos rencontres qu'on dit toolbox meeting qui sont quotidiennes. Donc, je vais poursuivre avec un exemple d'une planification qui a été faite, qui a été optimisée, qu'on a effectué la simulation 4D à l'aide de notre application Unipom. Donc, vous allez voir le résultat. Mais dans cette planification est une présentation, c'est une planification à l'interne. On n'est pas en train de montrer ça aux clients, on ne le fait pas beau pour les clients et on essaie de dire, et regardez, on est en train de faire en 4D. Ce qui arrive avec les équipes de chantier, plus attirant est la présentation et simple aussi à faire. C'est plus simple pour les gens du chantier de comprendre la séquence et même d'intervenir à dire son point de vue. Pour changer l'ordre des constructions, pour changer les ordres de travail ou même la séquence. Donc, quand on fait l'itération, et bien sûr, si on est relié à l'échéancier qui est en train de s'utiliser pour construire, on va pouvoir optimiser la séquence de construction. Donc, si on ne le fait pas, ça reste une belle présentation de 4D seulement pour le public.
mais pas pour l'utiliser. Donc ça, c'est pas l'idée. C'est vous ajoutez la valeur ou pas. Est-ce que vous êtes en train d'utiliser cette technologie avec un objectif valable dans les projets, plus que seulement faire les shows? C'est en train de voir la différence entre faire l'arrimage entre les principes Lean et la technologie. Le prochain volet de la présentation, on va vous parler en fait de l'innovation des scans laser 3D. Les scans sont utilisés sur plusieurs projets, mais on va vous montrer comment en fait on obtient des résultats concluants, puis comment on est capable en fait d'exprimer que les principes Lean Construction font partie intégrante en fait de cette technologie. Je vais laisser Martin Mercier témoigner. Martin Mercier est le surintendant au projet du CHUM. J'ai un bref vidéo qui explique en fait les raisons pour lesquelles on a utilisé le scan laser 3D sur le projet. Le scan sur le projet du CHUM phase 2 nous a permis de positionner le métro pour éviter probablement certaines erreurs. Nous a permis aussi de modéliser le projet du CHUM phase 1 existant parce qu'on a quand même 17 points de raccord à faire avec la première phase. Nous a permis surtout de suivre l'excavateur, de suivre sa cadence et son échéancier à toutes les semaines. Donc, vous voyez dans cette image, c'est Unity. On est en train de voir les axes, on est en train de voir la surface d'excavation. Je n'ai pas mentionné, ça fait un moment, ce n'est pas une vidéo seulement pour présenter l'équipe du projet. En fait, on rentre dans l'environnement et on peut faire rouler la séquence en 4D pour que les gens puissent voir à détail la séquence qu'on est en train de dire pour la construction. Je ne sais pas, on roule les vidéos, on les montre, voilà, c'est ça qu'on va faire. On peut rentrer avec la manette et rentrer, se promener et voir la séquence qu'on a définie tous ensemble. Je ne sais pas qu'elle a été définie par les modéleurs ou définie par les surintendants. On a décidé ça avec les coffreurs, on a décidé ça avec l'équipe de chantier pour pouvoir se mettre d'accord. Ici, c'est la même chose. On est là et on va examiner le modèle live avec l'équipe pour qu'ils puissent comprendre si on a excavé assez pour les colonnes, pour les murs, si on est, par exemple, si on a une déviation par rapport à l'excavation des rocs, par rapport au mur qu'on a ici. Et donc, bien sûr, suivre l'excavation, mais c'est seulement possible si on a vraiment envisagé avec l'équipe de le faire. Parce que si on essaie de faire ça de notre côté, l'équipe BIM par exemple, si c'est une équipe BIM déconnectée de l'équipe du chantier, ça ne va pas être utilisé. Ça va être un bel outil à côté que quelqu'un va faire, peut-être l'arpenteur va l'utiliser pour donner des chiffres, mais il ne va pas être utilisé pour l'équipe, pour améliorer la planification, la production. Maintenant, on arrive en fait à la deuxième étude de cas. On vous avait parlé d'un projet civil. On veut vous montrer en fait que les mêmes principes sont applicables pas uniquement sur les projets de bâtiment, mais aussi pour les projets civils. Donc, l'étude de cas, la seconde, c'est sur le parc Jean-Drapeau. On va laisser encore une fois un collègue témoigner de son expérience. Donc, le gérant de projet va vous exprimer en fait quels ont été les avantages de l'utilisation de ces technologies, de l'innovation, du Lean Construction dans ses pratiques pour le projet du parc Jean-Drapeau. Bonjour, je m'appelle Antoine Audouaneau, je suis chez Pomerleau dans la division civile depuis maintenant un peu plus de 7 ans. Donc en tant que gérant de projet, je m'occupe de différents projets de civil infrastructure dans la région de Montréal. Aujourd'hui, on manipule quasiment plus de plans papier. On travaille avec des iPads, des tables tactiles, des téléphones intelligents, des drones, des scans 3D. On partage l'information sur une même plateforme, souvent on la maintient à jour. Les gens ont accès facilement à ces outils. Ce qui permet de comprendre beaucoup plus facilement les travaux à exécuter et puis partager avec les professionnels et le client. Donc ça nous permet d'éviter et anticiper des conflits. Avant, il fallait naviguer avec des centaines de plans 2D. C'était très compliqué. Aujourd'hui, on concentre tout sur les mêmes plateformes, par exemple avec le BIM. On a fait ça sur le parc Jean-Drapeau, le projet sur lequel je suis actuellement. On a fait des modélisations de tous les réseaux existants, tous les nouveaux réseaux, du tunnel du métro qu'on a scanné avec un scan 3D pour se rendre compte que le tunnel était 5 mètres plus haut que prévu, ce qui a engendré des déplacements de réseaux, d'égouts, aqueducs.
remodéliser tout ça en 3D pour mettre en évidence déjà un certain nombre de conflits, apporter des problématiques avec des solutions à chaque on va dire, item. Faut savoir qu'on en a apporté plus de 400 sur ce projet-là, parce que ça permet d'éviter des catastrophes. Je prenais l'exemple tout à l'heure du tunnel qui finalement était 5 mètres plus haut que prévu. Une pelle qui excave sans savoir qu'il y a un ouvrage dans ses jambes, ça remue du matériel, puis ça ne s'arrête pas. On aurait pu causer des dommages à l'ouvrage, on aurait pu causer des dommages tout court, peut-être au public. Donc il y a aussi un volet santé-sécurité là-dedans. Donc ici, dans les cas des parcs en drapeau, ici on est en train de voir l'acquisition de données par drone. C'est important de remarquer ce qu'Antoine a mentionné avant, mais encore aujourd'hui, il y a des chantiers de ce type dans lesquels on a des plans civils produits par Civil 3D pour Open Roads. Et vous avez des sections des plans que vous imprimez un après l'autre. Ici, si vous utilisez ce type de plan, si vous utilisez seulement la vision de plan, vous n'allez pas voir tous les détails que vous avez vus par Jean Drapeau, vous n'allez pas comprendre les projets. Ce qui arrive, c'est que vous pouvez avoir une série de plans, des 12, 14 plans, un derrière l'autre, qu'on peut imprimer en séquence. Mais pour les mettre ensemble, il faut faire un bricolage, les coller dans le mur. On peut faire ça, c'est ligne aussi. On peut dire qu'on peut le mettre comme ça, et on peut faire le modèle, on peut le partager. Après, pour comprendre l'implantation sur chantier, on utilise le drone, on fait des sortes de photos, on superpose des choses sur le modèle, on peut prendre des mesures des surfaces, etc. Mais seulement si c'est utile. Si on va faire les drones, ça peut être simplement pour aller faire une vidéo pour les clients, c'est vrai, mais pour le chantier, est utile ou pas? Antoine, maintenant, il demande des vols de drones dans presque tous les chantiers dans lesquels il est là parce qu'il comprend une vision différente. Et les gens autour de lui aussi, les gens dans les chantiers, les gens dans les projets comprennent mieux ce qu'ils sont en train de voir. Donc, ce n'est pas seulement la modélisation, l'acquisition des data à partir des photographies, c'est aussi quelque chose d'important. Donc, tous ces mélanges de technologies montrent qu'on est vraiment capable de montrer à ce type d'équipes civiles. Si vous avez travaillé avec des équipes civiles, vous comprendrez qu'elles sont beaucoup plus dures des fois pour adapter les technologies, au moins au Québec. Et ça permet d'adopter plus rapidement ça. J'étais dans des chantiers civils dans lesquels j'ai reçu directement dans des kick-off meetings de BIM en ligne, de me dire que les gens utilisent ici seulement les Outlook et le PDF. Le reste, c'est trop de technologie pour nous. Au fur et à mesure que les contacts et l'utilisation, la valeur pour eux est montrée, ils commencent à l'adopter. Donc, ils l'adoptent de cette façon. Des belles présentations, présenter ça aux gérants des projets et qu'ils voient que ça marche ailleurs, ça ne les rend pas sûrs pour l'utiliser. Si un collègue dans l'entreprise qui a la reconnaissance du reste du collègue témoigne, dit « je l'utilisais et ça fonctionne bien, teste-le ». C'est beaucoup plus convaincant que nous deux en train de parler à toute l'équipe de directeurs de projet. Les gars, vous allez trouver des utilisations géniales à la technologie. Donc, les méthodes de champion, la contamination, l'appropriation de tous ces principes, ça va véhiculer avec la technologie, pas seulement les PowerPoint. Donc, on s'assure encore une fois que ce soit dans les bâtiments ou en civil, qu'on augmente la valeur, qu'on réduit le gaspillage, puis vraiment la locomotive pour s'y rendre. Pour nous, ça a été l'innovation et ça a été le BIM sur les différents projets. Donc, pour la suite de la présentation, le deuxième volet, en fait, c'est le volet démonstration. Ce qu'on a fait, notre collègue Basile Nicolas, intégrateur BIM VDC dans le groupe Innovation, a créé, en fait, une simulation de réalité virtuelle. Donc, plutôt que d'avoir apporté l'équipement, on a filmé, en fait, une simulation pour vous montrer, en fait, le développement qui a été fait, puis qui
représente en fait ce qu'on vous a montré un peu plus tôt. 3 points ici. On dit que la réalité virtuelle, cette simulation permet aux utilisateurs finaux de mieux s'approprier le projet de construction. Personnalisation de l'environnement virtuel selon les besoins du projet, les besoins du client. Puis, ce qu'on démontre, en fait, c'est différentes phases de projet. On peut vraiment uniquement se concentrer sur une portion du projet ou faire la simulation 4D au complet. Donc, pour la démonstration, ce que vous allez voir, ça se trouve être la construction d'un bâtiment avec l'application Unipom. Ce qui est différent dans cette application, c'est que non seulement on est en train de vivre la construction, mais on peut aller se promener à l'intérieur, on peut arrêter le temps, donner une date donnée durant laquelle on peut voir dans une pièce donnée aussi à quelle vitesse on est en train de construire. On peut vraiment prendre conscience des différentes étapes. Vous comprendrez qu'il faut avoir un bon modèle 3D pour le faire. Il faut aussi avoir un très bon échéancier qui est suffisamment détaillé pour le niveau qu'on veut exprimer. Donc, le petit bâton que vous voyez en bas, ça se trouve à être la main de la personne qui est en train de vivre l'immersion. Puis, je peux me promener sur le calendrier. Vous voyez le timeline qui se promène. Je viens choisir une date. Je peux me promener à l'intérieur du bâtiment comme je peux venir choisir une localisation. On vient de cliquer pour se rendre à la cafétéria. Je regarde l'avancement de la construction avec les mois qui passent. Puis, on peut se promener comme ça dans les projets. Donc, dans l'immersion, il y a certains principes qui sont adaptés. Bien sûr, vous allez me dire, vous allez penser, oui, mais ce n'est pas collaboratif. Et effectivement, ce n'est pas collaboratif. On est en train de regarder, pour le moment, chaque personne regarde avec ses propres viseurs. Mais la même application, on peut l'utiliser de façon collaborative, comme on vous parlait avec le CHUM, qu'on peut rentrer avec des manettes, analyser le système de construction, la séquence qu'on a choisie. Ça, c'est une séquence au complet, mais en réalité, les séquences de construction, comme tout le monde connaît dans 4D, sont utiles, plus utiles quand on est dans la petite séquence. On est en train d'analyser des séquences, on est en train de vraiment l'analyser et pas seulement faire le show de tous les projets. C'est très beau, mais plusieurs fois, ça ne sert à rien. Donc, plus de flexibilité nous permet d'aller dans beaucoup plus de détails. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles on a choisi d'aller avec un logiciel dans lequel on peut manipuler, qu'on peut modifier à notre guise, et non avec un logiciel qui nous donne des restrictions même dans l'API. Donc, ce qui a été créé aussi, on parle un peu de collaboration, on parle de petite collaboration, mais le logiciel aussi nous permet d'être en multijoueur. Donc, on peut être plus qu'une personne à visiter le bâtiment en même temps. On va se croiser, bien sûr, mais vous allez voir des exemples. Il y a des personnages qui sont ici. L'application nous permet aussi d'être vraiment flexible, comme Fernando l'a dit. Dans ce cas-ci, on a ajouté des fonctionnalités comme la prise de mesure. Donc, non seulement on prend connaissance de l'espace en se promenant, mais on peut aller chercher des données aussi, des propriétés aussi dans les différents éléments. Donc, on reste flexible pour pouvoir ajouter des fonctionnalités selon les besoins. Parce qu'il y a des équipes qui sont beaucoup plus à l'aise d'une façon ou d'une autre. Donc, on a vu que la demande, la compréhension selon l'équipe peut varier selon la façon dans laquelle il veut voir. C'est trop brillant, moins brillant, avec un autre type de couleur, plus de shade. Enfin, il y a une façon énorme de manipuler les choses. Présenter un plan en PDF dans l'écran ou non, le mettre à côté. Il y a plusieurs possibilités qui nous permettent assez facilement les logiciels pour l'utilisation de l'équipe en question. Donc, finalement... C'est ce qui complète en fait la présentation, cette petite démonstration-là. On vous invite à poser vos questions si vous en avez. Ça va nous faire plaisir d'y répondre. J'espère que vous avez apprécié. Merci pour votre présence. Merci. Oui. Je suis curieux de voir, parce que les place planner, on est plus habitué de voir la construction. J'ai vu que vous avez une conception et construction. Parce qu'un des gros problèmes qu'on a souvent, c'est au niveau des professionnels de produire des dessins en fonction des lots d'une façon conséquente de ce temps. Est-ce que vous avez vu ça? Oui, on l'a vécu. En fait, c'est un problème dans l'industrie. Tu as bien dit, Daniel, mais quand on utilise les concepts de pool planning, on n'utilise pas dans l'Elastic Planner System
pour la conception, on n'utilise pas les post-its, on n'utilise pas les tableaux, mais on peut le mettre ensemble pour qu'ils comprennent les jalons et comprendre c'est quels les derniers moments dont ils ont besoin de livrer quelque chose pour que ça fonctionne avec la construction. Parce que les premiers impulses, les premiers essais, c'est dire je te donne tout à partir de telle date et je commence à produire. La production, ça va me prendre 3 mois de faire ça. C'est pas ça qu'on veut, on les explique. Qu'est-ce qu'on veut faire? Ça, c'est les jalons de construction. Ça, c'est les temps d'approvisionnement. Donc, on va revenir. Ça, c'est les temps de conception que tu as. Tu es déjà en retard. Tu as besoin de mettre plus des équipes. Tu as du temps encore. Ne commence pas dans ce secteur. Donc, une fois qu'on a fait la sectorisation, une fois qu'on a fait le découpage, même de l'échéancier de construction, on a passé dans toutes ces étapes, on le fait, mais pas avec des panneaux. On le fait plutôt avec MS Project ou avec Excel. On va pas aller, on peut projeter pour les faire comprendre. Et on n'utilise pas les tableaux classiques. Puis pour faire référence en fait à l'exemple qu'on a montré, le projet du CHUM, c'est un PPP. Donc, on travaille en collaboration avec les professionnels, puis on les inclut dans les séances de PO planning, puis on produit en fait avec eux le calendrier des ateliers puis le calendrier des remises. Fait qu'en faisant l'exercice avec eux, ça leur permet aussi de prendre conscience de la marge qui existe ou qui n'existe pas pour se rendre en approvisionnement puis par la suite en construction. Par exemple, quand on analyse c'est quels les paquets des plans qu'il doit livrer pour les secteurs. C'est pas seulement je te livrer 70% d'architecture, ici 100% des mécaniques pour que tu puisses aller dans l'appel d'offres. Non, c'est quel paquet dont on a besoin pour ces jalons. On travaille en rebours pour pouvoir vraiment sortir les calendriers. Si on ne peut pas sortir les calendriers, on a des autres projets dans lesquels on n'a pas aucun contrôle sur le système de planification, on peut voir les résultats. On a 100%, 70% et vraiment mélangé. Mais c'est l'habitude. Merci. De rien. Oui. Merci pour cette présentation, Fernando Caroline. Je vois que vous voyez beaucoup de potentiel, Sébastien franchement. Vous voyez beaucoup de potentiel dans l'utilisation des technologies, des processus et tout ça. Étant moi-même dans cet univers-là, je suis en train de constater que ça prend beaucoup de temps et d'énergie pour le faire. Des fois, il faut retenir un peu les échéanciers de projet pour justement se donner du temps de réflexion. J'aimerais ça que vous me parliez un petit peu comment vous voyez ça, votre expérience. Est-ce que ça impacte un petit peu vos calendriers de production, en sens que vous avez plus de temps pour mieux planifier, pour ensuite gagner du temps d'exécution? Donc, je suis curieux de voir dans votre perspective dans tout ça, quelle valeur ajoutée vous voyez justement dans cette réflexion-là. C'est certain qu'au niveau de la planification, il ne faut pas se le cacher, ça prend beaucoup de temps pour planifier avec une granulométrie aussi précise, puis pouvoir s'assurer que le processus soit complet. Dans le cas de l'étude de cas qu'on a montré, le projet du CHUM, dans lequel je suis impliquée, en fait, on travaille avec une équipe qui a déjà travaillé avec le même type un peu de méthodologie de planification. Fait que c'est une équipe qui croit en la planification et qui croit au succès du projet grâce à la planification. Fait que c'est sûr qu'il y a déjà un bon pas de fait. Je vais retourner un peu dans la présentation. Fernando disait que on utilise beaucoup le principe du projet pilote. On n'arrive pas avec une idée comme la méthodologie de planification, puis on ne l'implante pas sur un projet du jour au lendemain. En fait, on s'assure avec l'équipe qu'on va venir peut-être implanter des séances de PO planning pour la planification 3 semaines, 6 semaines. C'est un comportement qu'on vient en fait favoriser, puis on vient apporter ces notions-là aux équipes de projet pour la suite, quand on va se retrouver en début de projet sur vraiment en début de projet avec une équipe qui a déjà eu cette expérience-là, parce qu'il faut travailler avec eux en amont. On n'arrive pas sur un projet avec ces grandes idées-là de changer les méthodes. C'est beaucoup plus facile. Mais c'est certain qu'il ne faut pas se le cacher. Ça prend des intervenants qui sont dévoués à la planification pour arriver à un résultat comme ça. Puis on doit avoir la collaboration absolue des surintendants parce que, somme toute, c'est eux qui vont contrôler le chantier par la suite. Et des côtés du BIM, de modélisation, comment tu vas faire pour modéliser à temps pour arriver à ça? C'est justement les schedules. Si tu fais ton exercice de pôle planning, tu vas pouvoir choisir les moments pour livrer niveau de détail de la maquette. Si tu essaies de sortir tous les 100% dans un bloc, tu prends tous les lots dans un seul bloc,
Tu dis, je veux sortir tous les bâtiments à 100%. Donc la maquette doit être à 100%. Ce n'est pas vrai qu'elle va être à 100%. Mais qu'est-ce dont on a besoin dans les calendriers? On a besoin des émis pour construction dans la fondation, pas dans la partie supérieure, même 100%. On va essayer, si on suit un calendrier qui suit les jalons de construction, on travaille avec un work in progress plus petit, mais on laisse le temps pour produire quand on a besoin le modèle. Sinon, on va se mettre dans l'exercice d'essayer de sortir tout le plus vite possible, tous les modèles le plus vite possible, et on n'arrive pas. Et on le voit, les modélisateurs, les professionnels, ils ne peuvent pas fournir tout le plus vite possible parce que c'est impossible. Malheureusement, ce qu'on voit, c'est que les gens qui sont conscients de ça sont les gens qui dessinent. Les gens, les BIM managers peut-être, mais les managements n'est pas nécessairement conscient de ça. Donc, il a des promesses qui plusieurs fois ne sont pas tenables. Donc, si on veut vraiment comprendre comment on peut livrer, ce type de gens avec la connaissance technique doit participer dans la collaboration de cette planification pour dire hey, on a besoin de la modélisation pour ces moments-là. Est-ce qu'on a les équipes? Est-ce qu'on va pouvoir livrer les modèles émis pour construction à la date que monsieur demande? Peut-être non. 70%, c'est assez pour toi pour sortir à une soumission? Oui? OK, je veux te livrer pour cette date 70% parce que je vois que les chantiers ne me donnent pas le temps pour te livrer à 100%. OK, on peut négocier ça entre guillemets pour être sûr qu'on ne va pas mettre la pression sur les professionnels pour rien parce qu'ils ne vont pas fournir. Donc, il faut faire des compromis. Parce que vous savez tous, on est tous pressés au début pour commencer. Mais on ne construit pas tout au même moment. On construit avec un échéancier. Donc, on peut échelonner cet échéancier en rebours pour livrer aussi la maquette de façon échelonnée. Okay. La méthodologie de planification qui est démontrée, oui, l'échéancier directeur grand jalon est fait en amont du projet. Mais par la suite, tout le détail, comme on l'a montré, se fait vraiment en fonction des livrables qui sont identifiés avec l'équipe. Puis on vient vraiment donner des impulsions en planification à différents moments pour s'assurer qu'on va suivre la cadence puis qu'on va être prêt avec une planification solide, assez détaillée avant les travaux. Mais c'est pas un comportement qu'on favorise de faire un arrêt, de tout planifier, puis d'ensuite faire les travaux. C'est vraiment un processus qui est continu pendant tout le projet. D'autres questions? Bien, merci beaucoup. Merci.